Bonsoir à tous, je vous souhaite la bienvenue pour partager avec nous ce second CNES Talks consacré à la mission Rosetta. Alors après avoir parlé de comètes et de sciences avec Francis Rocard en décembre dernier, nous allons ce soir explorer plus en détail le défi technologique sans précédent qui est posé par cette mission. Et pour ça, nous avons la chance d'accueillir Philippe Godon, chef de projet Rosetta au CNES, en direct du CONC, le Centre des opérations scientifiques et de navigation, situé donc au CNES de Toulouse. Bonsoir Philippe. Bonsoir. Bonsoir à tous. Alors Rosetta, on l'a déjà dit, c'est une mission hors norme. C'est une mission de l'Agence spatiale européenne, mais à laquelle la France, notamment par le biais du CNES, prend une part très importante. Et je crois qu'on peut dire en fait à tous les niveaux de la mission, sur la sonde elle-même, sur l'atterrisseur Philae, mais aussi au sol. Et puis surtout, la France a été impliquée dès les toutes premières avant les études d'avant-concept réalisées sur cette mission. Alors, qui sont ces ingénieurs qui se cachent derrière la mission Rosetta et derrière l'atterrisseur Philae? Que font-ils? Comment les choix technologiques ont-ils été décidés? À quels défis les ingénieurs seront-ils confrontés? Parce que c'est surtout ça la question aujourd'hui. Quelles compétences le CNES peut-il apporter à cette mission? Donc, depuis les locaux du CONC à Toulouse, Philippe Godon lèvera le voile sur les coulisses de la mission scientifique spatiale la plus ambitieuse et complexe probablement jamais réalisée en Europe. Mais avant de lui donner la parole, je vais vous demander à vous, chacun de nos amis blogueurs, de bien vouloir vous présenter. Alors on va commencer par Ludivine. Bonsoir. Bonsoir. Je suis Ludivine Bosch-Sauvant. J'ai toujours aimé le spatial depuis petite, depuis que je suis allée écouter une première conférence d'Hubert Reeves. J'avais 14 ans. Et aujourd'hui, je travaille à Airbus Defence and Space System, enfin Defence and Space, bref, Astrium. Je suis un doctorat. J'ai fait quelques écoles d'été, dont l'ISU, la CVA et Abbas Summer School, où j'ai entendu parler de Rosetta aussi. Et aujourd'hui, j'organise avec quelques bénévoles de Space Up France, Space Up Toulouse. Donc ce sera en septembre. On vous invite tous les 20 et 21 septembre à la Cité de l'Espace. Voilà. Merci beaucoup. Un événement donc à suivre avec attention. À côté, nous avons Nicolas. Oui, bonsoir. Donc voilà, donc je suis de la région lilloise. Donc Monsieur Nico sur Twitter. Pas de site ou de blog en particulier. Pourquoi l'intérêt pour l'astronomie? Quand j'avais une dizaine d'années, j'ai levé les yeux au ciel. J'ai trouvé ça plutôt sympa et je me suis dit qu'il y avait vraiment quelque chose à creuser. Donc j'ai continué par moi-même à m'intéresser de près, de loin à l'astronomie, à l'exploration spatiale, à tout ce qui se fait en général là-haut. Et la mission Rosetta en fait partie. Merci. Nous avons Guillaume Cana. Oui, bonsoir à tous et à toutes. Guillaume Cana, auteur du Guide du ciel et de nombreux livres d'astronomie. Et surtout, je pense que c'est à ce titre que je suis là ce soir, blogueur depuis quelques temps et depuis un mois du blog Autour du ciel sur lemonde.fr. Et donc, je suis la mission Rosetta à titre personnel et professionnel depuis de longues années et j'ai plein d'intérêt pour cette mission. Merci beaucoup à tous les trois. Nous avons aussi Guilhem donc, qui est là au titre du CNES. Bonsoir à tous, donc je suis Guillaume Boyer, je m'occupe du compte CNES France sur Twitter et ce soir je récupérerai vos questions donc pour les poser en direct, donc n'hésitez pas à poser vos questions avec le hashtag CNEStalks. Voilà, on attend les questions nombreuses. On en a déjà, nous, beaucoup à vous poser, mais on espère que vous allez y participer. Et puis, voilà, évidemment, je finis par Philippe, par notre expert du jour. Alors peut-être, Philippe, tu peux nous dire un petit mot à la fois sur ton rôle dans cette mission, mais aussi sur ton parcours. Oui, bonsoir. Donc, Philippe Godon. Je suis chef de projet Rosetta au CNES, c'est-à-dire que je m'occupe de la participation française en général. Donc ça consiste à s'occuper de la partie scientifique et de l'organisation scientifique au niveau de l'orbiteur et du lander, mais c'est aussi la participation du centre CNES au niveau du lander. Donc on a participé de plusieurs façons à l'analyse mission tout d'abord, comme tu disais tout à l'heure, dès les débuts. Et puis après, nous avons fourni
le TXRX, c'est-à-dire les moyens de communication entre le lander et l'orbiteur. Et nous avons aussi fourni les batteries et la pile qui donne l'énergie au lander. Et puis la dernière grande participation du CNES, c'est le centre d'opération scientifique et de navigation, là où je me trouve aujourd'hui, qui donc planifie les opérations scientifiques du lander. Je vous en ferai sûrement une description plus précise après une petite visite avec l'iPad là. Voilà. Donc je suis sur le projet depuis 2001. J'ai commencé par m'occuper des aspects segment sol jusqu'en 2004. Et en 2004, j'ai pris la suite du chef de projet en développement qui était Denis Moura pour jusque-là m'occuper donc de la phase de croisière et puis maintenant de la phase de comète. Voilà. Merci beaucoup pour ce premier panorama. Et effectivement, donc à côté de toi, il y a un invité mystère qui est pour l'instant immobile, qui s'appelle Thierry en fait dans l'ombre, mais qui vous permettra tout à l'heure de faire une petite visite du SONC que Philippe nous commentera. Voilà. Alors on va rentrer dans le vif du sujet et je crois que Nicolas voulait ouvrir le bal. Oui, donc première question, comment va Rosetta depuis son réveil? Rosetta va très bien. En fait, on l'a retrouvée après l'hibernation dans l'état où on l'avait laissé le 8 juin 2011, juste lors de sa mise en hibernation. On l'espérait, mais on en a la confirmation. Donc, la sonde n'est pas dans un état totalement parfait, à 100% parfait, il y a quelques petites imperfections, mais il n'y a pas eu de dégradation due aux 2 ans et demi où la sonde est restée sans fonctionner, ou quasiment sans fonctionner. Guillaume. Oui, bonsoir Philippe. J'ai eu une question reçue tout à l'heure sur mon blog sur Le Monde d'un lecteur qui voulait savoir s'il n'y avait pas des problèmes avec les roues à réaction, ces gyroscopes qui permettent à la sonde de se maintenir dans la bonne position. Alors, les gyroscopes sont différents des roues à réaction. En effet, il y a quelques petits problèmes, des frottements dans les roues à réaction. Dans 2 des 4 roues à réaction, c'est un problème qui n'est pas pour le moment du tout critique, qui est rencontré assez souvent de toute façon au niveau des roulements à billes des roues de réaction. On a, avant l'hibernation, essayé par exemple de remettre un peu de lubrifiant dans ces roulements, mais ça n'a pas réussi. Donc on vit avec ces frottements. Mais ça n'empêche pas la mission et pour le moment on ne prévoit pas qu'il tombe en panne. Enfin, en tout cas, s'il y avait un problème à ce niveau-là, on a demandé au maître d'œuvre de Rosetta de trouver un mode de fonctionnement qui puisse mélanger un maintien en attitude avec les roues à réaction et avec les tuyères. Un mode qu'on a appelé hybride. Donc on a pris des précautions par rapport à ça. Mais le problème n'est pas critique. Avant qu'on rentre un peu dans les détails, on disait tout à l'heure, la France est très impliquée, et notamment le CNES. Alors on va être un petit peu chauvin. On va peut-être déjà essayer de dresser un panorama un peu global. Tu l'as fait tout à l'heure en introduction, mais c'est vrai que c'est peut-être intéressant pour nos internautes de décrypter ce niveau, ce dimensionnement un petit peu de contribution de la France par rapport à d'autres partenaires, à d'autres pays, notamment. Est-ce que tu peux nous éclairer un petit peu là-dessus? Oui. On a une très grosse participation scientifique, que ce soit sur l'orbiteur et le lander. On participe sur l'orbiteur à 10 des 11 instruments scientifiques et sur le lander à 5 sur 10. Donc, souvent, on a fourni des éléments, des instruments. On a de très grosses. D'abord, on a 2 PI chips, c'est-à-dire une responsabilité globale sur des instruments.
un qui se trouve sur l'orbiteur et le lander qui s'appelle CONCERT, instrument qui va normalement nous dire comment est constituée la comète, l'intérieur de la comète. C'est une sorte de radiographie de la comète qui sera faite avec CONCERT. Et le deuxième instrument scientifique dont on a la responsabilité, c'est Shiva. Ce sont les caméras panoramiques qui se trouvent sur le lander, sur le Philae, et des caméras, des microscopes qui vont regarder les échantillons une fois qu'on les aura récupérés à bord du lander, à bord de l'atterrisseur Philae. Donc deux PI chips et de nombreux COI chips. Je peux citer en particulier, je vais faire peut-être des jaloux parce que je vais en oublier, mais Osiris, le COI chip sur Osiris, où on a fourni la NAC, la Narrow Camera, qui va donner les images les mieux résolues de la comète quand on sera sur place. Virtis, on a fourni Virtis H, c'est un spectromètre qui regarde dans l'infrarouge. Et là aussi, c'est le LESIA qui a. J'ai oublié de dire que CONCERT, c'était l'IPAG à Grenoble. Shiva, c'est l'IAS à Orsay. Osiris, c'est le LAM à Marseille. Virtis, c'est le LESIA à Meudon. Voilà. Alors ça, c'est les plus grandes participations, mais on a aussi sur Rosina 2 participations. Voilà. On a là une description de tous les instruments scientifiques. Donc j'ai cité Osiris, il y a la WAC et la NAC, la WAC étant italienne, la NAC étant française. Sur Virtis, donc 2 instruments M et H, H étant de responsabilité française. RPC, on a RPC MIP en haut à gauche, Mutual Impedance Probe, pour regarder un peu le plasma contenu dans le dégazage, et qui est de la responsabilité du LPC2E à Orléans. On a de grosses responsabilités sur Rosina, on a fourni un instrument sur une partie de l'instrument DFMS, et une partie de l'instrument ERTOF, aussi Rosina ERTOF. Sur Cosima, on a fourni qui observe les poussières. On a fourni aussi une partie de l'instrument. Sur Alice, on a fourni un petit module. Et sur Miro aussi, voilà. Il ne reste que sur Midas, en fait, où la France n'a pas participé. Et on participe, en fait, à peu près l'ensemble des laboratoires spatiaux français sur la mission. Donc là, tu nous montres l'orbiteur. Si tu pouvais nous montrer le lander. Ça arrive. Voilà, donc sur l'orbiteur, 10 instruments scientifiques et donc une participation française, comme je l'ai cité sur Shiva et CONCERT, une participation importante sur COSAC par le LATMOS, qui a fourni les colonnes chromatographiques. On a une participation aussi sur Rollis sur les caméras, sur Sésame PP, qui sont dans les pieds. Qu'est-ce qu'il manque? Non, voilà. J'ai cité à peu près toutes les responsabilités françaises et on voit qu'elles sont très importantes. Alors, on n'a jamais fait vraiment la comparaison. Se joue entre la participation allemande et la participation française au niveau de la quantité. Voilà. Au niveau de peut-être un tout petit peu les Allemands participent un peu plus encore. Nicolas, un petit complément sur ce sujet. Oui, donc quelles sont les autres agences qui sont également impliquées dans cette mission? Alors, le DLR, l'agence allemande, participe de façon importante. Il participe plus au lander Philae qu'à l'orbiteur. Mais ils ont là participé non seulement aux instruments scientifiques, mais aussi à la conception du lander lui-même. Bien que nous-mêmes avons aidé à l'analyse mission. Donc, nous avons aidé à cette conception tout à fait au début.
Voilà, donc ça, les Allemands avec le DLR ont une très grosse participation scientifique. Après, nous avons les Italiens, la troisième participation européenne d'ailleurs. C'est eux qui font la foreuse sur le lander et qui ont fourni les panneaux solaires du lander. Sur l'orbiteur, ils sont responsables de l'instrument Virtis, de l'instrument Giada, je pense, voilà, 2 instruments scientifiques. Et après, je connais mieux les participations sur le lander, puisqu'on s'en occupe là plus particulièrement à Toulouse. Nous avons une participation importante des Hongrois, les Anglais, enfin le Royaume-Uni a fait l'instrument Ptolémée, à la responsabilité de l'instrument Ptolémée. Et après, des petites participations de l'Irlande, de l'Autriche et de la Finlande sur le lander. Et sur l'orbiteur, l'autre grand acteur, c'est le Max Planck, qui a fourni beaucoup d'instruments, qui a la responsabilité, par exemple, d'Osiris. Voilà. Donc le Max Planck qui est financé par le DLR. Agence spatiale allemande. Voilà. Alors, une dernière question sur l'état de santé, Guilhem, qui nous vient de Twitter. Guilhem, ton micro. Oui, une petite question sur Twitter de Space Travel News à propos donc de l'état de santé de Rosetta, qui voulait savoir s'il y avait des défaillances ou des risques de défaillance de la sonde à cause de radiation spatiale. Pas véritablement, parce que les radiations spatiales abîment un petit peu les panneaux solaires, mais on connaît leur dégradation sur le long terme. Et comme on est assez loin du Soleil, elles sont plutôt moindres que par exemple, quand on tourne autour de la Terre, où on est dans les ceintures de Van Allen, etc. Donc, il y a ce premier problème. Et le deuxième, c'est que les radiations peuvent abîmer les logiciels de vol. Et à ce moment-là, on est capable de les retélécharger. Donc, de les changer, de les réinitialiser, de les rafraîchir, comme on dit en anglais. Donc, c'est pas critique. Alors, sur tous ces instruments, ça a inspiré une question à Ludivine, justement, sur les questions de priorité. Oui, je vois qu'il y a énormément d'instruments, tous très importants, très complexes, avec une grosse attente de données. Alors, comment gérer la priorité entre tous ces instruments au niveau de du transfert, du téléchargement? Parce que j'imagine qu'on ne peut pas tout récupérer en même temps. Oui, tout à fait. Alors, avant même les instruments, il y a tout ce qui concerne la sonde, sa navigation, etc. Donc, sont récupérées avant tout, par exemple, les images des caméras de navigation quand on se rapproche de la comète. Mais après ça, en fait, ont été mis en place des priorités en fonction des phases. Premièrement, avant qu'on atterrisse, le lander est prioritaire et toutes les observations qui seront faites sur la comète, enfin sur comment dire, le noyau de la comète ou sur son dégazage, seront faites pour le lander, pour l'atterrissage. Donc Osiris, Virtis, Miro, Alice et Rosina auront la priorité sur les autres instruments scientifiques au niveau de l'orbiteur. Les autres pourront participer, mais dans la mesure où il restera un petit peu de place. Y compris le lander qui, même en étant attaché, pourra fonctionner et pourra faire fonctionner ses instruments scientifiques. Mais c'est un peu anecdotique par rapport à ce qui est fondamental, c'est l'acquisition des images, la forme du noyau, enfin tout ce qui nous est nécessaire pour sélectionner les sites d'atterrissage. Puis, après qu'on ait atterri, alors là, les priorités changent. Tout d'abord, dans un premier temps, on reste assez proche de la comète. Donc, un instrument scientifique qui est CONSERT, qui demande le fonctionnement à la fois du lander et de l'orbiteur, CONSERT va être prioritaire pendant un mois ou deux, le temps qu'on reste proche. Puis, après, quand on s'écarte, il y a des priorités qui sont sélectionnées en fonction de phase. Chaque mois, ces priorités changeront au fur et à mesure qu'on va se rapprocher du Soleil et tourneront. Donc ça a été une négociation pendant 2, 3, 4 ans. Là. Ces 2, 3, 4 dernières années, les priorités ont été négociées, les objectifs scientifiques, les plus importants dans chaque phase, etc.
les trajectoires et les latitudes de Rosetta, de l'orbiteur, seront déduites de ces priorités. Guillaume? Alors, je pourrais peut-être aussi parler aussi du lander, de l'atterrisseur. Donc là aussi, on a mis au point, enfin, on a recherché la totalité des objectifs scientifiques. Et en fait, l'idée est que dès qu'on a atterri, on fait fonctionner l'ensemble des instruments scientifiques au moins une fois. C'est le premier objectif. Et on met par exemple en dernier ceux qui risquent de bloquer les opérations futures. Bon, je ne veux pas citer, mais si on bloque la rotation du lander, c'est embêtant pour le futur du lander. Donc ce qui pourrait bloquer la rotation du lander est mis à la fin de la planification scientifique. Donc les priorités sont plus liées aux opérations qu'à la science elle-même, je dirais. Guillaume? Oui, j'avais une question concernant en quelque sorte l'intelligence de Rosetta et sa capacité à prendre des décisions toute seule quand elle est confrontée à des problèmes qui n'étaient pas prévus au départ. Est-ce qu'elle a une autonomie? Est-ce qu'elle elle s'arrête et elle pose la question à la Terre? Comment elle procède? Oui, dans le pire des cas, quand quelque chose se passe mal à bord, une mémoire qui flanche, je sais pas, une erreur dans le logiciel de vol, il y a différents niveaux vers lequel elle se reconfigure automatiquement. Il y a un mode sûr, par exemple, mais il y a un mode de survie. Donc, automatiquement, la sonde est mise dans ces modes-là, des modes de fonctionnement très sûrs. Et puis après, par contre, pour revenir dans un mode de fonctionnement normal, là, il faut une intervention du sol. C'est donc une autonomie de sauvegarde. C'est pas une autonomie pour faire des opérations en mode nominal. Philippe, moi j'ai une petite question en prolongement de celle de Guillaume. J'ai cru comprendre qu'au CNES, vous aviez dû concevoir en fait un logiciel complètement sur mesure pour gérer aussi des priorités. Je crois savoir que c'est par rapport à la problématique de l'énergie. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus à ce sujet-là? Oui, alors ça c'est les logiciels SOL, donc où on met au point la programmation au niveau du sol. On a en effet mis au point un outil MOS parce que on a beaucoup de contraintes au niveau de l'atterrisseur, la contrainte que tu citais de l'énergie, mais la contrainte aussi de la mémoire de masse centrale du lander qui est très faible, des temps de transfert, enfin ou plutôt des vitesses de transfert entre le lander et l'orbiteur des données qui est de 16 kilobits seulement. Donc il faut beaucoup de temps pour vider notre petite mémoire qui est de 32 mégaoctets seulement. Et il y a aussi des mémoires à bord des instruments, donc il faut gérer à la fois les mémoires des instruments, la mémoire centrale du lander, le vidage entre les mémoires des instruments et la mémoire centrale, entre la mémoire centrale et la mémoire, enfin et l'orbiteur. Il faut aussi gérer de façon optimum l'énergie à bord de l'atterrisseur. Donc si on tire trop vite sur les piles, on les décharge trop. Ce n'est pas bon, donc il faut arriver à faire fonctionner certains instruments en parallèle, mais pas trop. Donc il y a un compromis à trouver. Et puis il y a d'autres choses comme la thermique qui rentre en ligne de compte et par exemple une grande partie des convertisseurs, parce qu'à l'intérieur il y a des courants et il faut les mettre au bon niveau. Et ça se fait avec des convertisseurs, et ces convertisseurs aussi consomment une partie de l'énergie. Donc tout ça doit être pris en compte globalement, et ça devient quelque chose de très complexe. Donc on a mis au point en effet un outil qu'on appelle MOST, Mission Operations Scheduling Tool, qui permet d'optimiser notre séquence. J'ai oublié une contrainte extrêmement grande aussi, c'est que l'orbiteur tournant autour de la comète et la comète tournant sur elle-même, on n'est pas en visibilité constante entre le lander et l'orbiteur, donc il faut tenir compte aussi des capacités dans le temps à vider. On est obligé, voilà. Il y a énormément de contraintes. En comparaison, sur l'orbiteur, il y a beaucoup moins de contraintes, c'est-à-dire
la capacité de la mémoire est beaucoup plus grande et la contrainte principale, c'est le temps de transfert entre l'orbiteur et la Terre. Et pour ça, on peut utiliser, faire appel par exemple au réseau DSN qui a des antennes plus grandes et qui permettent d'augmenter le débit. Et puis aussi, ce débit va s'améliorer au fur et à mesure que la comète va se rapprocher du Soleil et de la Terre. Donc on a beaucoup de contraintes au début, là en ce moment, mais au fur et à mesure qu'on va se rapprocher et du temps, on aura beaucoup moins de contraintes au niveau de l'orbiteur. Sur le thème de l'énergie, Guillaume. Oui, sur le thème de l'énergie, Francis Rocard, là, dans le CLESTO de décembre, nous avait parlé de la pile de Philae et nous avait dit que lorsque Philae serait réveillé, la question était de savoir si on allait tester cette pile au risque d'éventuellement la décharger. Question dramatique, qu'est-ce qui se passe si la pile se décharge avant la mission? Est-ce qu'on a moyen de poser Philae sur la comète sans la pile? Et ensuite, est-ce qu'elle aura assez d'énergie pour faire fonctionner certains de ses instruments? Alors, c'est difficile de répondre d'une façon générale à cette question parce qu'on ne connaît absolument rien pour le moment, on peut dire, de la comète, et en particulier sa masse qui conditionne beaucoup de choses, dont la durée de la descente. Si la durée de descente est inférieure à 3 heures, notre batterie secondaire rechargeable peut remplacer notre pile. Par contre, si la durée de descente est supérieure, on doit obligatoirement compter sur la pile pour pouvoir assurer toutes les activités qui ont lieu pendant la descente. Déploiement du train d'atterrissage, attente, faire fonctionner aussi un certain nombre d'instruments. Donc, suivant la durée de la descente, on est capable de faire face sans la pile ou on est obligé de l'utiliser. Quant à l'essai, normalement l'essai, on va tout faire, on ne va pas l'essayer de façon, enfin, à prendre de risques, et on ne regardera simplement que la tension aux bornes de la batterie, et ce qui va nous donner une idée de juste si elle est encore en charge ou pas. Mais on ne connaîtra pas sa capacité. On ne connaîtra pas sa capacité exacte. Mais par contre, on a fait beaucoup d'essais au niveau du sol, et on continue à en faire chez l'industriel, où on la maintient dans les mêmes conditions, dans un frigo, et où on la suit, on la sort de temps en temps, et on regarde comment elle évolue, et on a de très bonnes nouvelles de la pile qu'on conserve au congélateur. Elle a perdu moins de 10% actuellement de sa capacité. Donc, c'est mieux que ce qu'on espérait. Guilhem, des questions sur la toile? Oui, il y avait une question sur Google+. Monsieur Pointing voulait savoir pourquoi a-t-on conçu Rosetta en deux parties, avec d'un côté un orbiteur, d'un côté un atterrisseur, et pas un engin qui ferait les deux, par exemple, ou juste un atterrisseur? J'étais pas tout à fait là, tout à fait au début de la conception, mais il est plus... D'abord parce que, je pense, l'objectif scientifique n'est pas que d'aller voir ce que contient le sol de la comète. C'est très très important, c'est un des objectifs majeurs de la mission, mais on veut aussi comprendre, enfin les scientifiques veulent aussi comprendre ce que c'est le phénomène cométaire, c'est-à-dire non seulement donc de quoi elle est constituée, mais aussi comment elle dégaze, comment elle se transforme, comment son contenu est transformé par le rayonnement solaire. Parce que on pense qu'il y a des molécules, beaucoup de molécules complexes dans le sol, et que très très vite, au bout de quelques minutes, ces molécules sont dégradées, et que ce qui se passe à 100 km d'altitude n'est pas la même chose que ce qui se passe au niveau du sol. Par contre, c'est très important de comprendre comment, à partir de, faire comprendre la comète telle qu'on la voit depuis la Terre aussi. Donc on a la comète telle qu'on la verra depuis le sol, telle qu'on la verra à 100 km, telle qu'on la verra à 1000 km, et même plus, même au-delà, quand le lander sera mort ou avant qu'on arrive. Donc l'objectif est de comprendre le phénomène cométaire. J'espère que j'ai répondu à peu près correctement à la question. Nicolas?
Oui, donc pour rester dans la partie orbiter-lander, qu'est-ce qui a été le plus facile, voire le moins difficile à élaborer et à construire? Donc plutôt l'orbiteur ou plutôt le lander? Comme je m'occupe du lander, je vais de toute façon répondre le lander, mais je pense pour de bonnes raisons. C'est l'orbiteur se rapproche quand même beaucoup d'un satellite classique. Il a exactement toutes les mêmes fonctions. La grosse différence, c'est la capacité à bord en termes de carburant. Donc, on a 1700 kg de carburant sur une masse de 3 tonnes 100, ce qui est énorme. On a mis 3 antennes au lieu d'une seule, la plupart du temps, ou de 2, disons, avec une redondance. Mais on a quand même un satellite qui est repéré par rapport aux étoiles. Non, là aussi, ce qui change, c'est les caméras de navigation. Mais on se rapproche quand même beaucoup d'un satellite classique. Un atterrisseur, il faut à la fois le séparer de son parent, qui est l'orbiteur. Donc, on a mis en place 2 systèmes de séparation. Après, il faut qu'il soit capable d'atterrir. Donc, on a mis en place un train d'atterrissage qui est extrêmement complexe, surtout en microgravité. On a mis en place une tuyère pour empêcher le rebond. Et il faut que tout ça soit coordonné au moment de l'atterrissage. Donc, le lander, c'est un satellite. Il a toutes les composantes d'un satellite, plus ce qui l'amène à se séparer, ce qui l'amène à atterrir et à assurer sa descente, quoi. Guillaume? Voilà, justement, on parle de la descente. Alors moi, j'aurais une question assez longue sur cette séquence, justement, cette séquence de descente de Philae vers le noyau de la comète. Je crois que c'est vous qui allez au sonde décider où vous allez poser la sonde, l'atterrisseur. Qui est-ce qui a défini toute cette séquence d'atterrissage, et est-ce qu'on peut rentrer un peu plus dans le détail de cette séquence d'atterrissage? C'est-à-dire, est-ce que la sonde Philae va tomber en vol balistique vers le noyau, ou est-ce qu'il va être propulsé vers lui, ou est-ce que la sonde va le lâcher et le noyau va le rattraper? Est-ce qu'on peut avoir des détails sur toute cette séquence? Oui, c'est bien un vol balistique, c'est-à-dire que il y a une capacité, comme je l'ai dit, il y a une tuyère qui est capable de l'accélérer vers la comète. Cette tuyère avait été mise en place parce qu'on cherchait à aller vers la comète Virtanen, et non Churyumov-Gerasimenko, comète plus petite avec une gravité encore plus faible. Donc on profite de ça, mais on compte ne pas l'utiliser pour atteindre Virtanen. Donc on a pour la séquence, il faut que l'orbiteur nous amène à une certaine altitude, la plus basse possible, la plus proche possible de la surface, et puis nous décroche avec une vitesse qu'on aura déterminée à l'avance, qui peut varier entre 5 cm et 50 cm par seconde, puis une phase balistique pendant une durée, donc j'ai dit, entre 2 heures et 10 heures à peu près, et puis on se met en attente du moment de l'atterrissage, moment qui est connu avec une certaine incertitude, qui est dû au dégazage de la comète, qui est dû à la non-connaissance parfaite de l'intérieur de la comète, qui a une influence donc, sur ce qu'on appelle le potentiel gravitationnel, la distribution de masse à l'intérieur de la comète. Donc on a une incertitude, et donc dès le moment où on sait qu'on est en capacité d'atterrir, on met le logiciel de vol en attente de cet atterrissage, le train d'atterrissage étant déployé juste avant. Et puis, dès que 2 pieds ont touché le sol, la tuyère est déclenchée pour pousser le 3e pied sur le sol et maintenir l'atterrisseur au sol le temps que 2 harpons soient lancés dans le sol. Donc, à 10 secondes d'intervalle, 2 harpons seront lancés et ces harpons, les fils qui tiennent ces harpons seront tendus et le lander sera arrimé à la comète grâce à ces 2 harpons. Il y a aussi ce qu'on appelle des ancres dans les pieds, mais qui sont là plus pour empêcher le dérapage si on a une certaine vitesse horizontale,
que pour empêcher après un redécollage. Mais ce qu'on veut à tout prix éviter, c'est un rebond de la sonde, enfin du lander, pardon, et ou un renversement du lander juste après l'atterrissage. Alors est-ce que justement, juste un complément de question, est-ce que justement le lander a une petite latitude pour son orientation par rapport à l'orbiteur? Est-ce qu'il peut être un peu en biais, à moitié de travers sur un caillou, ou est-ce que vraiment il faut qu'il soit posé d'aplomb parfaitement à plat? Ah non, on peut déjà avoir une pente jusqu'à 30 degrés. Donc on va viser obligatoirement, enfin on va se débrouiller ici pour viser une zone la plus plate possible, mais je pense qu'on n'arrivera pas à trouver des zones de 200 mètres de diamètre ou 300 mètres de diamètre où dessus il y aura pas un petit relief ou une certaine pente. Donc le lander est capable d'atterrir jusqu'à 30 degrés de pente, ce qui permet de faire face normalement à toutes les conditions. Je crois que j'ai pas répondu à la totalité de la question. C'était quoi? Il y avait une autre partie de la question sur l'atterrissage. Ah, pardon. Tu peux pas m'en rappeler On aura peut-être l'occasion d'y revenir à travers les autres questions, du coup. Sauf si Guillaume a une relance qui lui brûle les lèvres, une réponse qu'il n'a pas obtenue. Non, Philippe, c'est bien. Moi, j'ai un petit complément sur cette question-là pour vivre un petit peu les choses de l'intérieur. C'est ce que je trouve extrêmement impressionnant sur cette mission, c'est cette obligation d'adaptation, dans la mesure où en fait on est parti vers une comète dont on ne sait quasiment rien, et de ce fait, il a fallu concevoir une mission où presque il faut imaginer tous les scénarios possibles, ce qui est quand même, j'imagine, assez rarement le cas dans d'autres missions d'exploration du système solaire. Comment, quand on est ingénieur, est-ce qu'on peut concevoir une telle mission avec si peu d'informations? Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui par rapport peut-être au mois de décembre, où du coup on a quand même un petit peu progressé? Est-ce qu'il y a déjà des réponses que vous avez obtenues? Quels sont encore les défis face auxquels vous êtes là dans les prochains mois? Alors malheureusement, Séverine, je vais te décevoir parce que depuis décembre, non, on sait l'état, on a appris l'état de Rosetta, enfin de l'orbiteur. Bientôt, j'espère, on va pouvoir dire que le lander va marcher tout à fait correctement, tous les instruments scientifiques, mais on n'a encore rien appris de la comète. Et on commencera à apprendre quelque chose de la comète, je dirais début juillet. Quand on commencera à l'observer avec Osiris, la nappe d'Osiris, ça sera les premières images, on aura vraiment la première forme. Je t'avais passé, si tu peux le montrer, comment dire, Churyumov-Gerasimenko, le modèle avec lequel on travaille depuis des années. C'est une image, Séverine, si tu la retrouves. Voilà, c'est ça. Voilà, et on a travaillé avec ce modèle qui a été fourni par le LAM, obtenu à partir d'images de Hubble, mais Hubble ne voyait pas la comète, il voyait seulement des courbes de lumière. Et c'est des courbes de lumière qu'on en a déduit cette forme qui est très approximative. Et depuis, d'autres scientifiques, mais très récemment, ont travaillé dessus. Ils ont, avec quasiment les mêmes données, trouvé une autre forme. Donc, voilà, pour résumer, on sait que son diamètre est à peu près de 4 km et que sa rotation est en 12h,6. Et c'est tout. L'axe de rotation, par exemple, qui est très important pour savoir l'hémisphère d'été, l'hémisphère d'hiver, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas. La masse, la densité, disons, va de 0,1 à 1. Donc un facteur 10 sur la masse. Le niveau de dégazage, les scientifiques ne se mettent pas d'accord parce qu'on a du mal déjà à l'observer. Et elle a fait plusieurs orbites autour du Soleil, mais d'abord on ne l'observe pas au moment où on va atterrir, c'est-à-dire à 3 unités astronomiques. On a l'impression depuis la Terre que la comète ne dégaze pas à cette distance-là, mais on sait pourtant qu'elle dégaze. Donc, ce niveau de dégazage en CO et CO2, on ne le connaît pas vraiment. Donc, on va vraiment apprendre à connaître la comète de juillet à septembre.
Je dis, on a encore le mois d'octobre, mais le mois d'octobre, ça consistera surtout à exclure un site qu'on aura choisi auparavant. Donc le choix sera fait entre juillet et septembre. Voilà. Et comment on fait? Eh bien, on fait beaucoup d'études depuis plus de 10 ans, en tenant compte de toutes les hypothèses possibles. Donc on met des masses différentes, des formes différentes. On a travaillé avec celle que tu nous as montrée là, mais on a travaillé avec aussi d'autres formes. Donc on fait varier tous les paramètres et on est capable, normalement, les logiciels sont capables de s'adapter rapidement à la comète Churyumov-Gerasimenko qu'on va rencontrer. Donc on est paré à toute éventualité. Ben, je l'espère. En tout cas, on fait tout pour encore et voilà, on fait de notre mieux en tout cas. Donc une mission extrêmement complexe. Alors justement, tu disais depuis plus de 10 ans. Alors Guilhem justement avait une question à ce sujet-là sur Twitter. Oui, on avait une question de Québec Science qui voulait savoir, donc les Rosetta a été lancés il y a bientôt 10 ans, donc les instruments ont été même construits auparavant. Donc est-ce qu'ils sont obsolètes? Qu'est-ce qui aurait été fait différemment aujourd'hui? C'est certain que on aurait pu gagner, je pense, un facteur 10 sur quasiment tous les instruments. Mais il n'y en a aucun, enfin je pense que de toute façon on apprendra énormément avec les instruments actuels. Donc que ce soit la composition de la comète, que ce soit ses paramètres physiques, ses paramètres, sa chimie, etc. Bien sûr, on aurait pu faire mieux, mais la technologie ne pouvait pas nous permettre d'arriver avant. Donc il faut tenir compte de cette durée entre la conception, la réalisation et l'utilisation opérationnelle. Quasiment 20 ans sur Rosetta. Mais ça, on maintient nos objectifs scientifiques. Je veux dire, voilà. Ils auraient pu être meilleurs, et la prochaine fois on fera mieux, mais il n'y a pas à être déçu par rapport à ce qui a été installé à bord de la sonde. Au contraire, je pense qu'il n'y a pas eu une sonde jusque-là qui ait eu autant d'instruments scientifiques. Elle en est vraiment bardée. Parce que quand j'ai parlé d'instruments scientifiques, si on parle de sous-instruments, j'en ai compté, je crois, 48. 48 types de mesures différents, avec différents modes, souvent, de fonctionnement pour chacun d'eux. Donc c'est extrêmement complexe et je pense déjà un grand challenge pour nous. Donc dans tous les cas, pas de regret. Non, pas de regret. Ludivine. Donc Rosetta a une mission quand même assez importante qui est de connaître la composition du noyau et aussi le comportement plus global de la comète. À partir de quel moment on pourra dire que sa mission est un succès? Il y a 48 instruments. Est-ce que certains instruments doivent absolument fonctionner? Est-ce que si on perd soit l'orbite, soit le lander, la mission peut quand même être un succès? Comment ça se passe? En effet, je pense que ça sera véritablement un succès si chacun des instruments aura pu fonctionner au moins une fois. En tout cas, c'est notre stratégie sur l'atterrisseur. Mais les faire fonctionner une fois, ce serait décevant parce qu'on observe quelque chose à un instant donné, à une certaine distance du Soleil. Et ce qu'on veut connaître, c'est aussi l'évolution en fonction du temps et avec la proximité du Soleil. Donc, c'est une question difficile. On n'a pas un graphe qui nous dirait, voilà, on est arrivé à 100% sur cet instrument, on a 50% sur un autre, etc. On a, je me rappelle plus le nombre d'objectifs scientifiques. On va essayer de les atteindre tous. Voilà. Je ne peux pas les quantifier là, mais on a essayé de les quantifier. Guillaume? Alors, oui, moi j'aimerais revenir, j'ai deux questions sur lemonde.fr de lecteurs qui se posent des questions au moment de la phase cruciale qui va être l'approche de la sonde Rosetta de la comète avant le largage de Philae et qui se demandent si la taille immense des deux panneaux solaires de la sonde ne peut pas se révéler comme un énorme problème quand elle sera confrontée à éventuellement
des débris de matière expulsés de la comète ou des jets de poussière et de gaz. Qu'est-ce qui peut se passer à ce moment-là? Bien sûr, ça a été pris en compte dès l'origine de la mission. Il y avait le choix déjà d'utiliser plutôt du nucléaire et de ne pas avoir de panneaux solaires. Ça aurait beaucoup simplifié la mission. Mais bon, maintenant, le choix a été fait d'avoir ces énormes panneaux solaires. La taille est due au fait qu'il fallait aller très loin dans le système solaire, jusqu'à 5 unités astronomiques. Donc 780, oui, c'est ça, 780 millions de kilomètres du Soleil. Donc on était obligé d'avoir cette surface-là, cette taille-là de panneaux solaires. Après, les problèmes cités sont réels. Comment on fait? Eh bien, quand on est au plus près de la comète, on va se mettre dans ce qu'on appelle le terminateur, dans le plan du terminateur. C'est le plan qui est perpendiculaire à la direction du Soleil, à la direction Soleil-comète. Dans ce plan-là, le dégazage, dans ce plan-là, les panneaux solaires sont complètement face au Soleil. Donc, ils sont très favorables du point de vue énergétique. Et c'est très favorable du point de vue du dégazage parce que le dégazage prend la tranche des panneaux solaires. Donc, il y a très peu d'influence, voilà. Du dégazage sur les panneaux solaires. Par contre, dès qu'on s'écarte de ce plan du terminateur, eh bien, le dégazage se fait de plus en plus sentir, et c'est pour ça que pour approcher la comète, on ne va pas directement aller sur une orbite très proche de la comète. On commence à rester à entre 200 et 100 km de distance, puis après on s'en rapproche entre 100 et 60, et on devrait avoir une orbite à peu près stable à 30 km d'altitude dans le plan du terminateur. Les autres distances que j'ai citées, ce ne sont pas véritablement des orbites autour de la comète. On est dans une phase d'escorte. On escorte la comète, mais on n'orbite pas autour de la comète. Alors, comment on fait? C'est que ce dégazage perturbe quand même beaucoup la trajectoire de la sonde, mais on a une trajectoire idéale, et donc on effectue, grâce aux tuyères de l'orbiteur, de Rosetta, de la sonde, on fait des petites manœuvres qui nous ramènent systématiquement sur l'orbite idéale qu'on s'est fixée auparavant. Mais c'est vrai qu'on va devoir s'en écarter assez souvent, et donc il va y avoir une manœuvre peut-être quotidienne, ça dépendra du dégazage. Alors qu'autour de la Terre, on peut se contenter d'une manœuvre par mois, par exemple. Là, il va falloir. Alors, le deuxième aspect, c'est donc il y a cet aspect dégazage, et il y a aussi l'aspect poussière. Donc, l'aspect poussière, il faut pas voir les poussières allant à des vitesses pharaoniques. C'est des petites vitesses, c'est de l'ordre moins du mètre par seconde. Donc, une poussière qui peut être grosse, qui peut atteindre par exemple la taille d'une balle de basketball, eh bien, elle va venir sur le panneau solaire, se coller peut-être partiellement sur ce panneau solaire, mais elle va très vite se dégrader, et ce que j'espère, enfin c'est notre vue, c'est qu'elle va aussi disparaître au bout d'un moment, et le panneau solaire sera à nouveau plus ou moins propre, quoi. Donc, l'éventualité en fait de poussière sur le panneau solaire a été prise en compte. Et au bout du compte, c'est certain qu'il y aura ce qu'on appelle un vieillissement du panneau solaire, c'est-à-dire une usure du panneau solaire à cause de ça, mais elle va, j'espère, prendre très longtemps et ne pas remettre en cause rapidement l'expérience, enfin la mission de Rosetta. Alors, une question de Nicolas, et ensuite je propose qu'on fasse une rapide visite du SONC que tu nous commenteras. Nicolas? Oui, donc j'aurais souhaité savoir, une fois que Philae sera déposé sur la comète, aura atterri, quelle sera la nature des échanges de données entre l'orbiteur et le lander? Est-ce que Philae envoie directement les données, ou alors est-ce que la sonde sert de relais pour les données? La sonde obligatoirement sert de relais pour les données. On envoie très peu de données, mais nos antennes sont toutes petites. Elles font à peu près 12 cm de diamètre. Il y en a 2 pour une question de redondance. Il y en a 2 sur le lander, 2 sur l'orbiteur.
Et donc, on a des débits extrêmement faibles et on ne peut rien récupérer. Enfin, il n'est pas prévu, en tout cas, de récupérer quoi que ce soit depuis la Terre. Peut-être qu'il faudrait voir, ça pourrait s'imaginer dans le pire des cas où le lander fonctionnerait et l'orbiteur ne fonctionnerait plus. Mais ce n'est pas du tout le fonctionnement nominal du système. L'objectif est vraiment d'utiliser l'orbiteur comme relais pour tout ce qui est donné au niveau du lander, émis par le lander. Alors, on va faire une petite visite virtuelle si notre homme de l'ombre veut bien nous montrer un petit peu l'environnement dans lequel se trouve Philippe. Oui, alors Thierry va nous faire par zone, hein, cette première zone. Voilà. Est-ce que vous la voyez? Voilà. Donc là, vous êtes dans la première zone. Il faut vous dire que pour le moment, il n'est pas opérationnel. Hein. L'allumage de l'atterrisseur va avoir lieu le 28 mars. Le 28 mars, ici, on devrait recevoir quelques données au centre d'opération, ici, mais très peu de données. Juste, j'espère, le bon signal qui nous dise Philae est vivant. Et par contre, on va vraiment commencer à fonctionner le 10 avril. Donc, on est en phase de test. Et là, vous voyez la première partie du SONC qui est destinée à la supervision, à la récupération des données au DDS qui se trouve à l'ESA. On les rapatrie ici, puis on les traite à un certain niveau. On offre l'affichage aux scientifiques. Et voilà, on est capable aussi, là on voit une image du lander, de voir, enfin, une fois qu'on a atterri, on sera capable aussi de restituer la position et l'attitude une fois qu'on aura atterri. Donc ça c'est la première zone. Donc elle est très en interface avec les scientifiques ici. Scientifiques qui vont se trouver ailleurs, hein, voilà. Ça, c'est les zones opérationnelles. Voilà. Donc, ce sont les ingénieurs du CNES qui sont dans cette zone. Voilà, exactement. Oui. Donc, la deuxième zone, ici, elle sert à planifier les opérations dont on a parlé tout à l'heure avec l'instrument MOST, et elle sert à assurer le suivi en temps réel, pratiquement en temps réel. C'est-à-dire que quand on va recevoir des données, on va les recevoir à peu près au mieux 35 minutes après qu'elles aient été prises sur la comète. Donc 35 minutes après, on va vérifier que la sonde se porte bien, quels sont les courants, les températures, les tensions à bord. Et pour chacun des instruments, si il a fonctionné avec la durée prévue ou s'il a mal fonctionné ou s'il s'est arrêté en cours de route, etc. Donc, c'est la fonction dite de monitoring, donc de vérification de bon fonctionnement. Voilà. Et la troisième partie ici, voilà, que montre Thierry, c'est l'appareil. Malheureusement, les machines sont éteintes. Mais parce qu'en fait on fonctionne encore en heure ouvrée, donc il y a c'est un horaire un petit peu tardif. Mais voilà, ici sur ces machines-là, on fait les calculs d'atterrissage, de trajectoire de descente, de probabilité d'ensoleillement par exemple. Sur les zones de la comète et de détermination du site d'atterrissage. Voilà. Les zones qui sont plates, etc. Détermination des zones sur lesquelles on peut atterrir. Donc voilà un petit tour rapide des trois zones principales du SONC, sachant qu'à côté on a aussi une zone de réunion pour faire nos Lander Operation Planning Group, des groupes de planification d'opérations scientifiques. Et au-delà, on a des bureaux d'accueil où chacune des équipes viendra. Il faut savoir que normalement, toutes les équipes scientifiques ne viendront pas ici simultanément.
elles vont fonctionner dans le temps. Donc on aura 2, 3, maximum 4 équipes scientifiques simultanément. Alors oui, question justement, on parle de combien de personnes, comment vous allez vous organiser quand vous ne serez plus en mode en jour ouvré, mais probablement sur des modes de travail qui vont devoir être calqués sur l'activité de la sonde. Comment ça va se passer tout ça? Ben, c'est très difficile, on est aux limites là de ce qu'on peut faire du point de vue légal, parce qu'on n'a pas voulu s'engager à avoir 3 équipes pour un seul poste. Donc on va fonctionner en 2 fois 12 heures. Heureusement, le temps pendant lequel on va fonctionner de cette façon est pas très long, c'est entre 3 et 4 jours. Donc nous allons, je pense, arriver à survivre à cette période difficile. Mais voilà, on a été quand même obligé de mettre 2 équipes d'ingénieurs par poste. Et donc au total, ici, on aura à peu près 25 ingénieurs qui seront amenés à travailler sur place ici. Donc une douzaine simultanément. D'accord. Alors on revient un petit peu sur l'atterrisseur. Guillaume avait quelques questions. Oui, justement, ça complète ce que vient de dire Philippe. Justement, ces 12 personnes, ces 12 ingénieurs qui vont travailler en direct au moment de l'atterrissage. Est-ce qu'il y a une possibilité d'intervenir sur la séquence instrumentale qui est prévue quand la sonde va se poser et qu'il va falloir travailler sur la pile? Donc on sait qu'on a une quantité d'énergie limitée et un certain temps pendant laquelle la durée de la pile va être finie. Est-ce qu'on peut intervenir sur la séquence si on s'aperçoit par exemple qu'un instrument fonctionne pas aussi bien ou décharge la pile trop vite? Est-ce que vous avez le moyen de dire arrête cet instrument et bascule sur la suite du programme, etc.? Alors, on va pouvoir intervenir de façon différente. Il y a une intervention automatique du logiciel de vol s'il y a une mise en danger du lander. Donc, s'il y a un courant, une tension, une température qui n'est pas normale, le logiciel de vol central va arrêter cet instrument. Ce qui n'empêchera pas la séquence scientifique en cours de continuer. Et chaque fois qu'on aura des visibilités entre le lander et l'orbiteur, sachant qu'entre l'orbiteur et la Terre, pendant cette phase cruciale, juste après l'atterrissage, on aura toujours une visibilité entre l'orbiteur et la Terre. Donc le problème est plus la visibilité entre le lander et l'orbiteur. Donc chaque fois qu'on aura des visibilités, on va récupérer les données, les analyser au plus tôt et intervenir sur la séquence d'après ou encore celle postérieure. Mais on n'a pas la possibilité d'intervenir en temps réel sur celle qui est en cours. Et l'intervention principale prévue, c'est même depuis le sol, c'est l'arrêt d'un instrument scientifique. La reprogrammation, elle va être nécessaire que si, par exemple, l'orbite de l'orbiteur, pour un problème de manœuvre ou autre, est très différente et que les visibilités lander-orbiteur sont très différentes de celles qui sont prévues. À ce moment-là, on est obligé de se reconfigurer. Mais on va essayer d'éviter les reconfigurations et donc on va avoir une planification des opérations prédéterminées et on va les exécuter de façon proche de cette planification-là. Ludivine ? Je me posais la question de la réactivité qu'on pouvait attendre du lander ou de l'orbiteur. On a parlé de 30 minutes de délai d'attente pour avoir un diagnostic. Donc j'imagine que c'est le retour d'information. Pour en envoyer, il faut encore attendre 30 minutes? Exactement, tout à fait. C'est un tout petit peu plus long même de récupérer les données qui peuvent être éventuellement mélangées avec d'autres de l'orbiteur, etc. Donc c'est pour ça que je considère 35 minutes, parce que c'est 25 plus 10, le temps de récupérer les données et les traiter. Mais après, c'est vrai que l'envoi d'une télécommande ne prendra que 25 minutes, mais il faut aussi prendre le temps de donner les bonnes télécommandes. Donc il y a un rebouclage ici qui est très court, avec des visibilités qu'on envisage de seulement 3-4 heures. Donc à cause de la rotation rapide de la comète. D'accord, donc pendant 3-4 heures, on peut intervenir une fois par heure, et puis après, il faudra attendre
Voilà, la nouvelle visibilité. Et on ne peut pas savoir combien de temps après viendra, en fait. Alors, quand on connaîtra exactement, parce que tout ça La géométrie, dépend en fait. voilà, la géométrie, l'axe de rotation de la comète, l'endroit où on sera posé sur la comète et l'orbite de l'orbiteur. Quand on connaîtra tous ces éléments, on pourra en déduire la régularité avec laquelle on aura des visibilités, des non-visibilités. Disons que la comète tournant sur 12 heures, on peut envisager quelque chose de 8 heures de non-visibilité, 4 heures de visibilité. Une suite comme ça. Mais c'est vraiment pas évident parce que ça dépend du lieu d'atterrissage et de l'orbite de l'orbiteur pour beaucoup. Merci. Guillaume. Oui, alors moi je reviens sur le noyau et une fois que la pile aura fini son usage et qu'on travaillera sur les batteries elles-mêmes qui seront elles rechargées par les panneaux solaires, est-ce qu'on n'a pas des risques là assez importants d'avoir ces panneaux qui se couvrent de poussière ou de débris et eux sans doute ne seront-ils pas aussi faciles à nettoyer que les grands panneaux solaires de la sonde elles-mêmes? Est-ce qu'on ne va pas avoir une perte énergétique très rapide? Là, je sors le joker parce que j'ai même tenté de faire une étude et on n'a pas d'expérience là-dessus. Donc, c'est très difficile d'y répondre. On prévoit en effet que le lander se couvre de givre plus que de poussière sur le côté non éclairé. Mais normalement sur le côté qui recevra l'éclairement solaire, c'est-à-dire donc sur les 5 côtés du panneau solaire, où il y a des panneaux solaires, le fait qu'il soit éclairé et que le dégazage ait lieu de ce côté, normalement, on espère qu'il y aura peu de dégradation, à court terme en tout cas. Mais c'est un des risques, hein, un des risques de la mission du lander. On se dirige doucement vers la fin de cette rencontre, malheureusement, ça fait déjà 1 heure. Je propose de laisser la dernière question à Nicolas, qui avait une petite question sur la fin de mission. Oui, donc une fois que la mission donc sera faite, que va-t-il advenir donc de sonde et du lander? Vont-ils continuer à vivre longtemps et quelle sort de vie? Alors, l'atterrisseur Philae, on prévoit une durée de vie, c'est la spécification de 4 mois, on espère un petit peu plus que ça, après qu'on ait atterri. Pour l'orbiteur, on espère au moins le passage au périhélie de la comète qui a lieu au mois d'août. Donc, on voudrait la suivre depuis le début, hein, depuis qu'on y arrive, là, disons, on va commencer vraiment des opérations scientifiques, enfin, de faire des mesures scientifiques à partir de mai 2014. On espère aller jusqu'au périhélie en août et au-delà jusqu'en décembre 2015. Mais cette fin de mission, elle est un petit peu, comment dire, celle du lander est plutôt prévisible parce qu'on sait que le lander mourra de chaud à la surface de la comète, son électronique ne tiendra pas. Par contre, l'orbiteur, on peut, comment dire, régler la distance à la comète en fonction de son niveau d'activité. Donc, on peut lui faire prendre plus ou moins de risques. Ça veut dire que je pense qu'on peut le faire survivre, même à des cas de dégazage très fort et de quantité de poussière très grande. Et si on va au-delà de décembre 2015, eh bien, on pourrait envisager que l'orbiteur continue à suivre la comète sur 1 ou 2 ans, quoi. Donc on n'envisage pas une fin précoce de l'orbiteur, contrairement à celle du lander. Merci Philippe. Je sais que ça sera difficile, mais sachez qu'au moins 3 autres CNES Talks sont au programme d'ici la fin de l'année sur Rosetta. Donc on vous attend de pied ferme. La prochaine, ce sera vraisemblablement au début de l'été, où on parlera plus en détail de cette fameuse séquence d'atterrissage dont on a pas mal parlé pendant cette heure et qui suscite évidemment beaucoup d'inquiétudes, d'incertitudes et qui va surtout nécessiter beaucoup de travail pour nos équipes d'ingénieurs au CNES. Donc on parlera de l'atterrissage, des calculs de trajectoire et d'ici là peut-être que nos ingénieurs auront une vision
vision un petit peu plus fine de ce scénario. Merci Philippe d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. De rien. Merci à tous les participants qui ont passé cette heure avec nous. Merci bien sûr aux internautes qui nous ont regardés en direct, qui ont interagi, en particulier aux internautes du monde.fr, on l'a compris, qui nous ont adressé par le biais de Guillaume de nombreuses questions. Merci à Guilhem qui a relayé les questions de Twitter et qui œuvre aussi en coulisses pour que vous puissiez tous profiter de cette heure de rencontre au maximum. Prochain hangout avant de reparler de Rosetta, on va revenir à Paris-Daumesnil pour parler d'Ariane 6. Ce sera Marianne Claire, directrice adjointe de la direction des lanceurs, qui répondra à toutes vos questions sur l'importance stratégique de choisir ce nouveau lanceur pour l'Europe. Ce sera le 11 mars prochain. Voilà, on vous attend. En attendant, vous pourrez revoir l'intégralité de cette rencontre sur notre page Google+, et sur notre chaîne YouTube. Bonsoir à tous. Merci beaucoup et surtout, restez connectés.